Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours. La gendarmerie a une place particulière dans son cœur. Il est aujourd'hui patron de la sécurité de Géopost DPD Group. Et on va faire ensemble tout son chemin professionnel pour en arriver là. Jean-Philippe Berrion, bonjour. Bonsoir Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'A-News Sécurité. Issu de la gendarmerie, ça ne devrait pas vous déranger si je vous demande vos papiers? Non, ça ne me dérange pas si vous me demandez mes papiers. Alors, c'est juste pour en fait savoir d'où vous êtes originaire. Alors moi, je suis auvergnat. Ouais. J'ai grandi à côté du plateau de Gergovie. Ça, c'est Vercingétorix, non? C'est exactement cela, c'est Vercingétorix. C'est une belle défaite de César. Et c'est une histoire qui marque les Auvergnats quand même. Et vous avez grandi là-bas? J'ai grandi là-bas. Jusqu'à quel âge? À peu près jusqu'à 21 ans. D'accord. Vous avez joué aux gendarmes et aux voleurs quand vous étiez petit? On a tous joué aux gendarmes et aux voleurs, je crois. Oui, absolument. Ouais. Et c'est ce que vous vouliez faire déjà à cette époque-là? Alors moi, j'ai eu la chance de grandir avec mes cousins à proximité, donc j'étais déjà un petit peu chef de bande. La guerre des boutons. Presque la guerre des boutons, exactement. Et puis vers 17 ans, je me suis posé la question de savoir si j'allais être avocat ou militaire. D'accord. Et puis c'est l'armée qui a gagné. Ok. Comment s'est fait justement ce coup de cœur? C'est la bascule entre la justice et la gendarmerie. Alors la justice, elle est toujours là, bien évidemment. Bien sûr. Et autrement, non, le vrai coup de cœur, ça a été le challenge que représente au quotidien de mener des hommes, en fait. Oui. Et puis peut-être un peu plus de terrain que le métier d'avocat. Et puis du terrain quand même, voilà. On est d'accord. Vous débutez à la gendarmerie, c'est en 89? Exactement. À Marseille? Alors je débute en 89 à Melun. À Melun? Et j'arrive à Marseille en 92. D'accord. À Marseille, là, c'est tout de suite, on est dans le vif du sujet. Ah oui, tout à fait. Vous êtes de 92 à 95 commandant en seconde unité de gendarmerie d'intervention. Donc tout de suite le terrain, tout de suite des missions intéressantes, chaudes. Tout de suite le terrain. À l'époque, il y avait des équipes légères d'intervention, donc partir très tôt le matin pour interpeller des malfrats. Ouais. Avec une certaine émotion, un petit peu de stress aussi, mais du stress très très positif. Ouais. Donc de belles missions, globalement, dans une région où malheureusement il ne manque pas de malfrats. Ouais, c'est sûr. Donc oui, c'est le cas de dire. Et puis des missions aussi beaucoup à l'étranger, en fait. Alors, je vais y venir. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, en 93, donc un an après votre arrivée à Marseille, vous soyez parachuté en mission au Salvador? Parce que la gendarmerie cherche... Alors déjà, la gendarmerie avait organisé la mission des Nations Unies au Salvador. Ouais. Donc c'était une organisation très gendarmerie, il y avait des officiers sur place. Ouais. Et la gendarmerie cherchait des officiers qui étaient disponibles, volontaires, qui parlaient anglais et espagnol. D'accord. Ça ne courait pas les rues, et voilà. Ok. Alors, le Salvador, c'est pas la Suisse. En termes de sécurité, c'est un des pays les plus dangereux du monde. Et là-bas, vous y négociez une prise d'otage dans une prison. Sauf que les prisons là-bas, c'est un peu prison break quand même. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, donc c'est des prisons qui ressemblent un petit peu, pour ceux qui ont pu voir, qui ont eu la chance de voir Midnight Express, c'est à peu près la même configuration des lieux. Ouais, d'accord. Et dans ces prisons, vous aviez des droits communs, comme dans de grands nombres de prisons, et vous aviez aussi d'anciens militaires qui, en fait, étaient les militaires qui avaient appartenu aux escadrons de la mort et qui avaient été mis dans ces prisons par le gouvernement local, déjà pour être sûr de faire porter le chapeau au plus bas échelon. Et à la suite de malversations dans les prisons, de problématiques de sécurité à l'intérieur des prisons, parce que les prisons sont des lieux extrêmement violents, en particulier au Salvador, un certain nombre de militaires ont décidé de faire le ménage. Et donc, ce jour-là, de bonne heure le matin, ils ont décidé d'éliminer des hommes qui étaient là, de bandes locales qui avaient été emprisonnés, et ont commencé à massacrer 9 hommes. D'accord. Voilà. Mais comment un gendarme français intervient pour négocier une prise d'otage? Parce qu'on a appris qu'il y avait une prise d'otage sur la prison, que l'armée voulait intervenir pour régler le problème avec des armes automatiques. Ça. Donc avec deux de mes petits camarades, un de l'escadron d'intervention de la police nationale espagnole et un des forces spéciales mexicaines, de la police mexicaine, on est parti voir ce qui se passait. Et on s'est retrouvé par la force des choses quasiment à négocier d'une part la non-intervention de l'armée. Et vous leur avez proposé quelque part vos services? Ah non, parce qu'on était quand même compétents, c'est-à-dire qu'on avait une mission de contrôle de la police civile, et donc dès lors qu'on avait des troubles à l'ordre public, on se rendait sur place. D'accord. Voilà.
Et comment s'est soldée cette négociation ? Comment ça s'est soldé? En fait, la négociation pour, d'une part, déjà faire sortir les cadavres qui étaient dans cette prison, avec la température qu'il y avait là-bas, voilà. Et puis la deuxième, pour permettre à ceux qui étaient dans cette prison de pouvoir quitter les lieux vivants. D'accord. Voilà. Donc négociation avec ces anciens militaires. Et puis celle qu'à des moments, l'instinct prend un peu le dessus et qu'à un moment donné, parce qu'il fallait faire un pas en avant, on a décidé d'accepter de rentrer dans la prison, dans la partie la plus compliquée, en demandant à un des officiers, un vieux lieutenant qui était là mais emprisonné, de nous donner sa parole d'officier que si on rentrait, on ressortirait. Vous avez eu quelques frayeurs? Oui, on a eu des frayeurs, mais on est ressorti. Bon, ça s'est bien terminé. En 95 et jusqu'en 98, vous êtes commandant d'unité d'intervention de gendarmerie à Grasse, dans un univers un peu particulier, non? C'est pas une sécurité nucléaire? On avait aussi une mission de contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire, absolument, sur le plateau d'Albion. Oui. D'accord, donc là il s'agit de quoi en termes de mission? En fait, surveillance de la zone de déploiement des missiles. Ouais. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, la gendarmerie est garante pour le président de la République de la localisation des armes nucléaires et à l'époque, rentrait dans les missiles nucléaires du plateau d'Albion les boîtes qui donnaient les objectifs, les cibles des missiles. Voilà. D'accord. En 98, je fais un très bref arrêt sur cette mission d'officier de liaison au PC interministériel de la Coupe du Monde de football. C'est notre première étoile, c'est important, j'imagine. C'était sympa à faire, ça, de travailler sur cet événement incroyable? C'était très sympathique à faire. C'était un moment un petit peu compliqué aussi, parce qu'on a un gendarme qui a été blessé par des hooligans, et que le sujet sur lequel on travaillait à l'époque avec deux de mes camarades était justement le suivi des groupes hooligans qui venaient d'Allemagne. Okay. Donc, ouais, effectivement, c'était une expérience extrêmement intéressante, avec un moment difficile, puisqu'on a encore un gendarme aujourd'hui qui est dans un fauteuil roulant et dont la vie a été totalement basculée. En 98, vous devenez conseiller technique auprès de la gendarmerie sénégalaise. Comment ça se passe? C'est des missions, c'est des accords entre les pays pour envoyer des gendarmes français, j'imagine, former les équipes au Sénégal? C'est exactement ça. C'est des accords qu'on a entre pays, et puis entre gendarmerie frères, et des accords de transfert de savoir-faire. Et donc, typiquement, des officiers, des sous-officiers, là-bas on était trois officiers, et 4 sous-officiers partent pour encadrer, former des militaires en l'espèce sénégalais. Alors moi, j'étais plutôt sur les forces d'intervention, et puis sur le GIGN local, et on avait comme mission de préparer les élections entre M. Wade et M. Diouf. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est assez chouette quand même, parce qu'un début de carrière où vous voyagez beaucoup dans des contextes très différents. Oui, pour le coup, le Sénégal, c'est pas, heureusement d'ailleurs, c'est pas le Salvador. Et puis les Sénégalais sont des gens extrêmement attachants. Je pense qu'en plus, il y a des communes, il y a une longue histoire entre le Sénégal et la France. Donc très très belle expérience. Très sympathique, avec des missions très opérationnelles. Oui, là aussi, belle expérience. Alors qu'au Salvador, ils ne sont pas attachants, ils sont kidnappants, bien sûr. C'est un des pays où il y a le plus de kidnapping. Alors, on partage, Jean-Philippe, le même amour pour les chevaux. Vous êtes un excellent cavalier, vous êtes galopette, vous avez été président d'un club à Dakar. Vous savez tout ça. Je sais tout ça, je suis journaliste, et membre de la Fédération sénégalaise d'équitation. Voilà. Et alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas fait la garde républicaine. Alors ça, c'est une histoire assez intéressante, parce qu'en fait, mon parrain, parce qu'on a un parrain qui nous remet nos galons, qui était un ami de mon père, un colonel de gendarmerie, quand je lui ai parlé de prendre un poste à la garde républicaine, m'a dit « Tu ne connais rien à la gendarmerie, donc tu vas d'abord apprendre ce que c'est que la gendarmerie en gendarmerie mobile, et puis plus tard, tu verras bien ce qui t'arrivera. » Voilà. Mais donc directement, les forces d'intervention, et puis la départementale derrière, plutôt que des gendarmeries dont les missions sont extrêmement intéressantes aussi. La garde républicaine n'a pas que des services d'honneur, elle a des missions d'intervention qui sont très valorisantes. Aux abords du Stade de France, dans les dom-toms aussi, semble-t-il. Côté quoi, Après, sur les tom-toms, vous avez des pelotons qui peuvent détacher à cheval et autres. Oui, complètement. En 2000 et jusqu'en 2003, vous êtes commandant d'unité de gendarmerie départementale. Donc là, j'imagine que géographiquement parlant, ça couvre davantage de territoire que précédemment. Un tiers du département de l'Oise, partie ouest du département de l'Oise. On avait 200 gendarmes,
Ouais. Et puis des renforts à peu près, enfin assez réguliers. Ouais. Et donc là, vos missions consistent en quoi? Police administrative, enquête judiciaire, un peu de police de la route. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Les relations avec les autorités locales, le tissu économique du pays. Là aussi, très beau département avec une grosse délinquance, donc très intéressante, une délinquance variée, c'est-à-dire que à la fois itinérante, à la fois locale. On apprend. Enfin, je pense que c'est un bel endroit pour apprendre le métier de gendarme départemental. Est-ce que tout du long de ces années, on continue de se former au sein de la gendarmerie? Il y a différentes techniques d'intervention, techniques de tir peut-être, ou d'armes, je ne sais pas. Alors je pense que c'est une grande caractéristique des armées et de la gendarmerie en particulier, c'est que pour les officiers ou les sous-officiers, tout au long de la carrière, à chaque prise de commandement, déjà, on a un temps de formation, de préparation, on revient sur des fondamentaux. D'accord. Donc on se rappelle des choses importantes, et puis on met à jour un certain nombre de connaissances, voire bien évidemment, on se forme. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument constant. Et puis le métier évolue, les techniques évoluent, soit en investigation. Les malfrats évoluent. Les malfrats évoluent aussi, donc il faut aller essayer de courir un peu plus vite qu'eux. De nouvelles armes peuvent arriver, donc là aussi il faut se former à l'emploi de ces nouvelles armes, à la façon de les utiliser. Donc là, oui, bien sûr, toujours la formation, c'est extrêmement important. Vous passez ensuite pendant 2 ans chef de service direction générale au QG de Paris. Est-ce qu'il y a un petit peu moins de terrain à ce moment-là? Alors, il y a un peu moins de terrain, mais il y a beaucoup de passion aussi, parce qu'à l'époque, je m'étais pas mal investi dans l'Oise, sur la prévention de la délinquance. En particulier juvénile aussi, mais pas que. Et donc j'ai rejoint ce service qui avait comme pour principale mission en fait la prévention de la délinquance, en tout cas le pilotage de la prévention de la délinquance au niveau national, avec des missions de benchmark avec les polices aux gendarmeries européennes, et donc avec comment dirais-je, des organisations locales, des CLSPD, des organismes qui permettent aux différentes administrations localement de lutter contre la délinquance, en tout cas de la prévenir. Une expérience aussi sur la protection des mineurs au sens national. C'est l'époque de Sarko I, ministère de l'Intérieur. Donc il y a un grand plan, 25 quartiers, sur comment peut-on arriver à réduire la délinquance dans ces quartiers difficiles. Et puis le rapport Hermange aussi, le sénateur Hermange sur la délinquance des mineurs. Donc, à la fois du terrain quand même, parce qu'on allait voir ce qui se passait sur le terrain, et puis un peu plus stratégique sur des sujets passionnants quand même. Oui, absolument passionnant. Ouais. Ensuite, vous décidez de faire l'école de guerre. C'était quoi l'objectif à ce moment-là? Disons qu'on a parlé formation, donc la formation ça continue aussi, et puis l'école de guerre c'est la porte d'entrée pour les commandements de haut niveau dans les armées en général et dans la gendarmerie aussi bien entendu. Donc vos pairs vous identifient comme potentiel pour ce concours-là, et puis vous le préparez, vous le passez, puis si vous le réussissez, vous allez suivre une scolarité d'1 an à l'école militaire. Ça vous a beaucoup appris? Ça nous a pas mal appris en fait. Déjà nous préparer à des grands commandements, même dans la préparation même du concours, dans les armées, à apprendre à travailler avec nos camarades des autres armées, en particulier la marine, puisque la gendarmerie et la marine ont des missions communes en mer de police. Et donc oui, absolument, là aussi. Puis les grands problèmes du monde, la transformation des forces, la préparation de l'avenir, des sujets importants. On est en 2006 quand vous terminez l'école de guerre. Vous devenez à ce moment-là conseiller de la présidence chez GDF, Gaz de France. Chez Gaz de France, absolument. Est-ce que là, vous êtes encore sous le profil gendarme, ou est-ce que déjà vous passez dans le privé? Non, pas du tout. Je suis toujours gendarme. D'accord. Avec un costume et une cravate, mais toujours gendarme. Ça veut dire que donc, dans des entreprises comme Gaz de France, il y a donc des forces de sécurité publiques qui travaillent auprès des équipes et des présidents? Alors ça veut dire qu'il y a des grands groupes français qui demandent à la gendarmerie de détacher des officiers pour conseiller la présidence de ces groupes sur des problématiques de sécurité. D'accord. Donc ça existe toujours. D'accord. On n'est pas très nombreux, mais on reste à peu près sur le même format aujourd'hui. Au-delà du fait que, bien évidemment, au sein de cette entreprise, dans le métier de ces entreprises-là, comme par exemple chez EDF, vous avez des forces de gendarmerie dédiées à des sujets particuliers, comme la protection des centrales nucléaires. Et là, il y a une vraie coopération opérationnelle aussi. Et donc, à cette époque-là, vous travaillez déjà sur la cybersécurité, sur le dossier de la cybersécurité, si
je ne me trompe pas. On travaille déjà sur ce qu'on appelait à l'époque la protection de l'information. D'accord. Le terme cyber est arrivé un peu plus tard. Ouais. Et donc, on travaille sur la protection de l'information et sur l'intégration, en fait, d'une démarche vraiment holistique dans la protection, enfin, dans la sécurité des groupes, des entreprises en général, qui intégrait cette dimension cyber, le cyber n'étant qu'un vecteur pour nuire ou attaquer quelqu'un. Alors, vous y restez finalement assez longtemps. Je crois que c'est combien de temps? Plus de 10 ans 13 ans. de France 13 ans. 13 ans. Avec une évolution de votre poste et de vos missions, puisqu'elles sont de plus en plus tournées vers l'international, avec, je crois, 17 pays à couvrir. Alors, je faisais 3 ans comme conseiller, puis j'ai rejoint le groupe GDF. Donc là, vous passez, vous quittez votre uniforme. En 2009, je quitte mon uniforme et je rejoins le groupe. C'est quoi le déclic? Pourquoi? Vous aviez une évolution quand même superbe. Le déclic, c'est une proposition de Jean-François Cirelli et de son encadrement, de Didier Holleaux aussi, qui était le patron de l'international et en particulier de la partie exploration-production, avec un besoin d'avoir quelqu'un pour couvrir et de vous créer une direction. Et puis à un moment donné, ce sont des rencontres. Ça a bien marché pendant 3 ans et voilà, ils m'ont proposé de rester avec eux et de continuer cette aventure. Mis à part, on imagine bien aussi une question de salaire, parce que dans le privé et le public, on n'a pas les mêmes salaires, mais mis à part ça, qu'est-ce qui vous a convaincu de quitter ce joli bout de chemin que vous aviez fait avec la gendarmerie et pour lequel on pouvait penser que vous alliez faire une superbe carrière pour rejoindre justement un groupe privé? Alors 2 choses. La première, c'est que les 3 années que j'avais faites avec eux étaient vraiment extraordinaires. Grande liberté d'action, des moyens aussi importants, faciles à mettre en œuvre, dans un métier totalement nouveau. D'accord. Et donc, il y avait cette découverte de quelque chose de nouveau. Et puis, quelque chose qui est important chez moi, c'est de pouvoir aussi totalement se remettre en question de temps en temps. Quelque part, vous challenger. Oui, c'est un challenge. Vous mettre un peu en péril. Exactement. Ouais. Et le fait d'avoir à couvrir ces 17 pays, d'avoir des missions diverses et variées dans ces pays, ça jouait aussi? Vous avez déjà beaucoup voyagé, ça vous promettait de continuer à voyager? Oui, il y avait ça aussi. J'ai toujours un attrait pour l'international, donc ça joue beaucoup. Et donc, effectivement, la remise en cause est importante, l'attrait pour l'international, des cultures différentes, parce que j'ai beaucoup travaillé à l'époque avec l'Algérie, et le facteur humain, on en revient à ce qui avait guidé un de mes choix, qui était le commandement des hommes, en fin de compte, ou on peut dire le management, mais en fin de compte, sur le terrain, c'est la même chose. Donc, le côté humain était très important, la remise en cause aussi, et le côté culturel. C'est-à-dire que si en France, vous ne commandez pas des Alsaciens comme des Marseillais, eh bien, à l'étranger, vous ne commandez pas des Suisses comme des Pakistanais, par exemple. D'accord. Voilà. Et est-ce que, justement, l'esprit d'équipe, vous continuez à le trouver dans le privé? On sait que dans la gendarmerie, c'est un travail d'équipe comme la police. Est-ce que là aussi, vous retrouvez ça? Alors, on le retrouve. Et c'est là qu'on remercie un petit peu la formation des armées. C'est que la formation des armées, c'est d'abord nous amener au leadership. Oui. C'est-à-dire l'adhésion. Et typiquement, tout au long de ma carrière dans le privé après, j'étais confronté au même sujet. Comment recueillir l'adhésion des gens avec qui on va travailler, arriver parfois sur des territoires donc vastes, de plusieurs pays, où on doit monter une direction de la sûreté sur toute une région, avec des gens de cultures différentes, qui travaillent de façon très différente aussi, et d'emmener tout ce petit monde vers un but commun. Les techniques sont à peu près les mêmes que celles utilisées en gendarmerie? Sur l'adhésion, sur l'adhésion, je pense que fondamentalement, quel que soit le métier, c'est des qualités managériales qu'on retrouve à peu près partout. D'accord. En 2020, vous passez chez Samsic comme patron de la sécurité. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce groupe? Le fait que ça soit un groupe familial avec une palette de métiers assez large. Pour ceux qui ne le savent pas, on rappelle que Samsic, c'est des métiers de l'accueil, mais c'est aussi des métiers de sécurité, mais aussi des métiers de la propreté et de la maintenance. Absolument. Est-ce que c'est comme un cocon familial? C'est un groupe familial depuis toujours? C'est absolument un très beau groupe familial, c'est une très belle aventure familiale. Pour ce qui me concerne, c'est une rencontre aussi avec Guy Rouleau. Guy Rouleau est quelqu'un qui est tombé amoureux en 2011 de la sécurité privée et qui a fait au sein de Samsic un outil vraiment superbe. Et j'ai adoré travailler avec Guy.
pendant ces 2 années et demie. Et donc, un 6 août, je crois, 2020, j'ai eu la chance de rencontrer Guy. On a discuté et l'affaire s'est faite comme ça. D'accord. Et là, vos missions diffèrent de celles que vous aviez chez GDF ? Les missions diffèrent totalement, puisque chez GDF, j'étais une direction corporate, donc ce qu'on appelle dans le milieu de la sécurité un donneur d'ordre. Là, je bascule du côté prestataire de service. Donc, je viens, à la demande de Guy d'ailleurs, transformer une offre, proposer une offre à des clients qui sont des gens qui étaient au même poste auquel je me trouvais avant. D'accord. Donc, il faut tout construire de zéro ? Non, il ne faut pas construire de zéro. Il y a plein de belles choses chez Samsic. Ouais. Mais par contre, sur la partie de transformation, effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'intégration de la technologie, sur le binôme agent de sécurité, robot. Ouais. Donc là aussi, des choses passionnantes. Donc là, il y a de la nouvelle technologie qui se met en place. C'est l'avenir de la sécurité privée. Je veux dire, il n'y aura pas de sécurité privée sans humain, mais il n'y aura pas de sécurité privée sans humain accompagné de technologie. Et 2020, là, on est dans le vif du sujet depuis déjà quelques années, et donc des moyens technologiques très intéressants à travailler. Oui, avec la complexité du marché français quand même, c'est que, contrairement à plein de pays où la technologie, la robotisation avaient plutôt bien pris, le marché français restait assez frileux. Okay. Et ça, du coup, ça a un petit peu retardé. Je pense on sentait un frémissement à cette époque-là. Aujourd'hui, on est sur quelque chose d'un peu plus dense, ouais. Mais qui est un petit peu en retard quand même par rapport à d'autres pays. Hein. Oui, parce que vous continuez à avoir une vision internationale. En plus, je venais de Dubaï. Ouais. Cheikh Mohamed avait lancé un grand programme d'intelligence artificielle, de dronisation, de robotisation, y compris des forces de sécurité. Donc effectivement, c'était très très loin devant. Alors depuis l'an passé, eh bien, vous êtes chez Géopost DPD Group, transport et livraison à l'international de colis. Vous êtes donc passé du secteur du gaz à celui des prestations aux entreprises et aujourd'hui à la livraison de colis. Est-ce que finalement les missions, encore une fois, diffèrent complètement ? Alors, il y a des fondamentaux qui sont les mêmes, ouais. Qu'on va retrouver, hein, des grandes verticales de la sécurité, que ce soit la sécurité corporelle, sur la protection des personnes, des biens, etc. Je veux dire, on va retrouver à peu près les mêmes technologies sur la protection des sites, les mêmes fondamentaux, les mêmes cadres réglementaires sur la protection des personnes. Par contre, le métier change. Et que le métier du transport, de la logistique, est un métier nouveau que je ne connaissais pas, que je découvre. Alors effectivement, quand on est en gendarmerie, en départemental, on connaît la problématique des transports sur route, mais là c'est une problématique un petit peu différente. Et donc quelque chose de nouveau encore à apprendre, tout en apportant sa vision de la sécurité. Et c'était aussi ce qui m'a attiré chez Géopost, c'était de venir créer une direction de la sûreté avec une vision partagée entre le groupe et moi-même, et puis de permettre à l'ensemble des filiales qu'on a sur le terrain de se sécuriser un peu plus, de faire face à des vrais sujets de sécurité qui sont assez complexes d'ailleurs dans ce métier du colis. Et j'imagine que là, les nouvelles technologies ont une part prépondérante. Est-ce que ça vous, quelque part, vous aide énormément d'avoir ces nouvelles technologies à vos côtés, maintenant qu'elles ont vraiment explosé en France, même si peut-être on a encore un peu de retard avec certains autres pays. Enfin, on n'a pas les mêmes problématiques non plus par rapport au respect des droits des personnes. Mais est-ce que vraiment ça vous aide au quotidien ? Alors la compréhension de la transformation technologique dans le milieu de la sécurité aide effectivement à savoir ce qu'on peut imaginer mettre en place par rapport à un métier. Moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que les solutions technologiques, elles ne sont pas sur une étagère pour être achetées et mises en place. Ce sont des solutions qu'on va pouvoir intégrer en réfléchissant à une problématique, oui. Et voir si, par rapport à la problématique qu'on rencontre, de délinquants, que ce soit du vol, que ce soit de la fraude ou autre, eh bien, on va pouvoir l'intégrer à ce métier-là. Et il y a plein de nouvelles technologies, bien évidemment, sur le colis, de scanners, de suivi des colis sur les trieurs, de la détection de matériaux dangereux, illégaux, illicites à l'intérieur des colis. Donc là aussi de la technologie. Sur la sécurisation des camions à l'international, même chose. Donc là aussi, un savoir-faire humain, parce que
La problématique de la sécurité, on en a parlé, c'est une problématique humaine. Respecter un process, faire en sorte que les gens qui sont sur le terrain travaillent correctement et autres. Problématique de recrutement aussi parfois. Bien sûr. Là aussi, c'est toujours important. Mais effectivement, c'est intéressant d'avoir pu avant travailler sur ces problématiques de où allons-nous en matière de technologie et qu'est-ce qu'on peut vraiment adapter sur le terrain aujourd'hui pour être efficace. Quelques années de carrière derrière vous, entre le public et le privé. J'aimerais avoir votre regard sur le profil que devraient avoir les jeunes aujourd'hui qui débutent dans cette branche, pour pouvoir justement s'épanouir. Alors je pense que la première chose, c'est la curiosité. D'ailleurs, c'est ce que je demande à mes équipes, même quel que soit le statut des gens qu'on embauche, que ce soit un CDI, un stagiaire ou un apprenti. Je pense que la curiosité est extrêmement importante. La capacité à travailler en équipe, ça c'est primordial, parce que même dans des équipes corporate, il faut apprendre à se soutenir sur des dossiers qui peuvent être chauds à un moment donné. La capacité aussi à être autonome. Ces trois piliers sont pour moi les plus importants. Et dans la curiosité, on va retrouver bien évidemment l'innovation, la formation. Ouais. Bon, ça se décline de tas de façons, et ça reste quelque chose de fondamental. En tant qu'ancien gendarme, maintenant dans le privé, j'imagine que vous avez, professionnellement parlant, des contacts réguliers avec les forces de sécurité publique au quotidien. Ah oui, au quotidien, en France, à l'international. Comment vous voyez l'avancée du continuum de sécurité? En France ou à l'étranger? En France. Compliqué. Si on compare par exemple à un très beau continuum de sécurité qui est celui de l'Espagne, et l'Espagne a réussi à faire quelque chose qui marche bien, avec une couche de plus que nous, puisque vous avez des régions avec des polices régionales en Espagne, et donc ça fonctionne bien en Espagne. On a encore beaucoup à faire pour arriver à quelque chose qui soit vraiment harmonieux. Alors il y a des choses qui marchent, par endroits, sur certains sujets, parfois dans l'urgence parce qu'il faut faire quelque chose. Mais malheureusement, peut-être que c'est un peu français. On a tendance à vouloir fonctionner beaucoup en chapelle, avec des réticences par rapport à beaucoup de choses. Et l'exemple de la sécurité privée me rappelle quelque chose que j'ai vécu, jeune lieutenant arrivant en gendarmerie. Et à l'époque, vous aviez la montée en puissance des polices municipales. Il y avait un débat terrible sur les polices municipales. Il ne fallait pas les armer, sinon il allait se passer des choses pas possibles, c'était compliqué de travailler avec eux, le cadre réglementaire n'était pas adapté. Et 25 ans après, aujourd'hui, les polices municipales font partie... Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis qu'il va falloir attendre 25 ans pour que la sécurité privée vienne s'intégrer de façon harmonieuse dans la protection de l'espace public, parce que le vrai sujet, c'est ça. C'est la protection de l'espace où il y a du public, la protection de l'espace public restant quelque chose de régalien, mais de façon totalement harmonieuse, en reconnaissant les capacités qui sont les siennes, parce qu'il y a de très beaux outils en sécurité privée, et je suis ravi d'avoir passé 2 ans et demi en sécurité privée chez Samsic. J'ai appris plein de choses aussi, dans un contexte difficile, parce que j'ai vu beaucoup de sécurité privée à l'étranger, et travailler en France, c'est quand même, d'un point de vue réglementaire, alors, il faut toujours un cadre réglementaire, mais c'est pas le plus simple. Voilà. Donc, parce qu'il y a un cadre réglementaire strict. Très strict, un peu compliqué. Voilà, faut chercher l'efficacité, être un peu plus anglo-saxon peut-être. Pour terminer, Jean-Philippe, qu'est-ce qui vous fait encore galoper? Moi, ce qui me fait galoper le matin, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau et d'apporter quelque chose. Et puis, en tant que manager, parce que ça, c'est quand même quelque chose auquel j'attache énormément d'importance, c'est de transmettre ce que j'ai appris. Et donc, et je pense que c'est la première qualité d'un manager, au-delà de son métier de manager, mais la première qualité d'un manager, qu'il soit militaire ou dans le privé, c'est de transmettre aux gens qui sont avec lui, aux plus jeunes, son savoir-faire. Merci Jean-Philippe Berillon. Merci Alexandre. D'être venu sur le plateau d'Agneau Sécurité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.